Au cœur d'une nuit paisible, un appel vidéo désespéré révèle l'horreur. Deux enfants, seuls survivants, vont devoir raconter l'indicible. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'affaire troublante de la famille Turwiligé. Une histoire où l'affection s'est tordue en obsession, et où le contrôle a explosé en violence mortelle dans un coin normalement tranquille du comté de Brevet. La soirée du 1er mars 2023 avait commencé dans le calme, mais vers 1h30 du matin, les services d'urgence reçurent un appel glaçant d'un homme affolé. Il expliqua que deux garçons l'avaient contacté par vidéochat, implorant désespérément de l'aide. Leurs visages éclairés apparurent sur son écran, avec l'ombre d'un couloir s'étirant derrière eux, à l'intérieur de la maison. Que s'est-il passé entre ces murs? Et pourquoi ces enfants furent-ils les seuls à pouvoir en parler? Au centre de ce foyer se trouvait Glenda Turwiligé, 63 ans. Son monde tournait autour de sa famille. Elle ne recherchait pas de reconnaissance, mais sa présence constante permettait à sa fille de travailler sans s'inquiéter pour les enfants. Elle gérait les routines du matin, préparait les repas, partageait les conversations du soir. Des tâches naturellement devenues le rythme quotidien de la famille. La majorité des responsabilités reposaient sur sa fille de 35 ans, Constance Turwiligé, qui jonglait entre l'éducation de ses enfants et la gestion du foyer. Son attention principale allait à sa fille aînée. Il avait fallu du temps pour construire une confiance. Constance ne forçait pas, ne faisait pas pression. Elle écoutait, simplement. Elle créait un espace pour la sincérité. Et grâce à cela, Chiara Turwiligé s'épanouit émotionnellement, se sentant comprise d'une manière qui façonna ses années d'adolescence. Les amis de Chiara, 15 ans, la décrivaient comme chaleureuse et abordable, mais d'une maturité notable pour son âge. Elle veillait sur ses jeunes frères et aidait sa mère dans les tâches ménagères, des responsabilités habituellement portées par des adultes. Pourtant, Chiara aspirait à une vie stable, ordinaire, une vie où elle pourrait se projeter, faire des projets, et soutenir les gens qu'elle aimait. Dans ce tableau, Michael Watson, 36 ans, jouait un rôle majeur. Les deux jeunes garçons vivaient avec lui, et bien que lui et Constance ne fussent plus un couple, ils restaient profondément impliqués dans la vie de ses fils. Michael était une présence constante. Il gérait les responsabilités quotidiennes comme les trajets scolaires, restait en contact avec les enseignants, s'assurait que les garçons suivaient le droit chemin. Il n'essayait pas de prendre le contrôle, mais son implication régulière créait un sentiment de structure et de sécurité sur lequel les garçons comptaient. Pour la famille Turwiligé de Roclage, les espoirs étaient modestes et simples. Leurs rêves n'étaient pas grandioses. Ils voulaient simplement un travail stable, de bonnes écoles pour leurs enfants, et un foyer sûr et nourricier. Ils vivaient avec l'espoir tranquille que demain ressemblerait à aujourd'hui. Calme, prévisible, et paisible. Les adultes de leur vie avaient créé un monde de stabilité pour les garçons Turwiligé, un monde rempli de soins et d'un sentiment de protection. À seulement 6 et 9 ans, les garçons profitaient d'une enfance sans complications. Leurs jours tournaient autour de l'école, du jeu, et des petites routines qui rendaient la vie sûre. L'aîné apprenait déjà à gérer de petites responsabilités, tandis que le plus jeune observait avec empressement et suivait son exemple. Leur maison n'était pas qu'un lieu pour se reposer. Elle était emplie des bruits chaleureux des êtres chers, un espace où les rires et les voix familières rendaient tout rassurant. Leur mère était l'encre de leur monde. Ses conseils et sa présence stable leur offraient des fondations solides. Ils étaient réconfortés par sa voix, ses routines, sa capacité à tout garder organisé. Avec elle à proximité, la vie semblait toujours gérable, comme si elle pouvait résoudre n'importe quel problème. Leur grand-mère, Glenda Turwiligé, jouait un rôle tout aussi significatif. Dès que leur mère était occupée, les garçons se tournaient naturellement vers Glenda. Sa présence les apaisait et les faisait se sentir compris. Elle ne disputait jamais, n'élevait pas la voix. À la place, elle les corrigeait avec douceur et leur donnait des directives, fermes mais jamais dures. Et Chiara était plus qu'une grande sœur. Elle montrait l'exemple. Grandir n'est pas facile, mais elle les aidait à naviguer l'école, les amitiés et les défis quotidiens avec le genre de conseils que seule une personne qui tient profondément à vous peut donner. Son soutien n'était pas du genre parental. Il venait de quelqu'un qui vous connaît vraiment, qui écoute sans jugement et vous comprend profondément. Les garçons lui faisaient entièrement confiance. Et leur père, Michael Watson, restait présent à sa manière, constante. Quand il le fallait, il était là. Il restait impliqué, prenait des nouvelles, s'assurait que ses fils savaient qu'ils n'avaient pas disparu après la séparation. Il n'était pas un souvenir lointain.
Il était une part active de leur vie. Sa présence calme et fiable les rassurait, il serait toujours là. Ces liens familiaux solides offraient au garçon turwiligé une structure, un réconfort, un sentiment de stabilité. Mais en fin de compte, ce seraient eux qui seraient forcés d'être témoins de l'impensable. Ils seraient les seuls survivants des événements de la nuit et les seuls à pouvoir raconter l'histoire. Domenico Giganti était bien réel, un père réapparu après des années d'absence. Constance n'avait pas grandi avec lui. Il ne l'avait pas soutenu, aidé à l'élever, ou joué un rôle significatif dans son enfance. Ce n'est qu'à son adolescence qu'il refit surface, prétendant vouloir réparer le passé et enfin agir comme un vrai père. Ses appels, messages, et tentatives d'aide pour sa scolarité semblaient des gestes amicaux pour renouer. Mais sa soudaine présence perturbait une vie qui avait déjà sa structure, ses limites, et un fragile équilibre. Constance aborda la situation avec prudence. Elle comprenait le poids émotionnel des liens familiaux, mais elle reconnaissait aussi le danger de laisser rentrer quelqu'un qui n'avait jamais vraiment gagné sa confiance. Elle établit des limites fermes sur ses interactions avec Chiara. Toute communication devait passer par elle d'abord. Pas d'appel surprise, pas de visites imprévues, pas de tentative pour forcer un lien. Ces limites n'étaient pas pour l'exclure entièrement. Elles étaient pour protéger un enfant qui ne connaissait pas cet homme comme son père. Constance fixa les règles et s'assura que tout le monde les respectait. Pour Chiara, son apparition soudaine était dérangeante. Elle venait d'une famille bâtie sur la confiance, la constance, et des visages familiers sur lesquels elle comptait chaque jour. Cette nouvelle personne prétendant être son père n'avait aucun passé avec elle. Pas de souvenirs partagés, pas de fondation, rien sur quoi construire. Chiara n'était pas impolie, mais elle garda ses distances. Chiara réagit en limitant rapidement les visites et en choisissant de ne communiquer avec lui que par l'intermédiaire de sa mère. Ce n'était pas un acte de défi. Elle protégeait son espace mental et son bien-être. Les signaux d'alarme apparurent vite. Domenico se mit à appeler plus que nécessaire et à poser des questions inappropriées sur ses activités, avec qui elle était, quand elle rentrerait. Il devint obsédé par les détails de son emploi du temps et de plus en plus possessif de son temps. La famille avait espéré une reconnexion graduelle et saine, mais ce ne fut pas le cas. Domenico escalada, envoyant de nombreux messages en pleine nuit et s'attendant à des réponses immédiates, s'énervant quand elle ne répondait pas. Finalement, il exigea que leurs conversations soient déplacées hors des plateformes publiques pour que sa mère ne puisse plus les surveiller. Chiara réalisa vite que ses exigences devenaient plus pressantes à mesure qu'elle tentait de poser des limites. Ce n'était pas un malentendu. C'était une tentative calculée pour prendre le contrôle. La situation escalada quand Domenico franchit une ligne ferme, inacceptable. Il demanda à Chiara de lui envoyer des photos d'elle en maillot de bain, ne laissant aucune place à l'ambiguïté. Chiara le dit immédiatement à sa mère. Constance Turwiligé agit rapidement, confrontant Domenico directement et établissant des règles strictes et non négociables. Tout contact devait être public et transparent. Rien de privé ou de suggestif. Et il n'y aurait aucune conversation sans sa présence, aucune exception. La réaction de Domenico montra clairement qu'il ne voyait pas les limites comme quelque chose à respecter, mais comme des obstacles à contourner. Il résista aux règles, insistant sur son droit d'être proche de Chiara et essaya de court-circuiter les limites en la contactant directement. Ses textos devinrent accusateurs, prétendant que Constance montrait Chiara contre lui et abîmait leur relation. Mais il ne saisissait pas une vérité simple, la confiance ne se déclare pas. Elle se gagne par des actions constantes et fiables. À ce stade, Chiara Turwiligé avait atteint un moment décisif. Elle devint plus déterminée à garder ses distances, éviter toute rencontre sans sa mère, et résister à toute tentative de manipulation ou de contrôle. Elle rapporta chaque message inapproprié, chaque incident, à sa famille, cherchant leur soutien pour rester protégée de lui. La police avait déjà un dossier sur Domenico Giganti avant l'incident de 2005. Cette année-là, il fut arrêté pour violence conjugale, sa première confrontation majeure avec la justice. Les victimes rapportèrent des blessures physiques, et les enquêteurs confirmèrent des blessures correspondant à leurs déclarations. Au lieu de purger une peine de prison, il fut placé dans un programme de déjudiciarisation, ce qui signifiait que s'il le terminait avec succès, il éviterait des poursuites pénales. L'affaire fut classée une fois le programme terminé, marquant la première fois qu'une menace sérieuse pour autrui fut minimisée. Dès 2008, son comportement s'était aggravé.
Il fut impliqué dans une affaire de maltraitance animale ayant entraîné la mort de 2 chiens. Le shérif du comté de l'époque la décrivit comme l'une des pires qu'il ait jamais vues. L'enquête révéla des détails profondément troublants, et une peine de prison semblait probable. Pourtant, une fois de plus, les conséquences furent minimes. Il fut condamné à 2 ans de confinement à domicile et de probation. Alors que des signes clairs d'une violence croissante étaient ignorés, Domenico Giganti interpréta cette clémence comme une preuve que les charges pesant contre lui avaient peu de conséquences réelles. Au lieu d'inciter au changement, cela envoya le message qu'un comportement agressif et violent pouvait être toléré si les procédures légales appropriées étaient suivies. En 2012, un nouvel épisode alarmant se déroula. Cette fois, il s'agissait de rage au volant. Des témoins rapportèrent que Domenico Giganti conduisait son pick-up de manière imprudente, créant délibérément des dangers pour les voitures et les motos. La situation culmina avec la collision de 2 motos. Quand il fut suivi jusqu'à la maison d'un ami, il sortit un couteau et continua à proférer des menaces. Bien qu'il ait été inculpé pour agression avec une arme dangereuse et mise en danger d'autrui, certaines de ses charges furent plus tard abandonnées. Sa conduite dangereuse et le fait de brandir une arme auraient pu avoir de graves conséquences. Pourtant, il évita encore la prison. À la place, il fut placé en résidence surveillée et suivi pendant encore 2 ans. Le problème sous-jacent, son schéma de comportement violent et agressif, resta sans réponse. Il n'y eut aucune intervention à long terme pour traiter les causes profondes de son comportement de plus en plus dangereux. Le système reposait principalement sur des contrôles, des cours obligatoires et une surveillance étroite. Durant cette période, Domenico passa du contrôle en privé à l'intimidation en public. Chaque issue clémente renforça sa conviction que le système continuerait à lui offrir des secondes chances. Il n'avait pas à subir de conséquences s'il disait les bonnes choses. Au début des années 2020, son histoire révélait un schéma troublant. Une tendance à la violence, un mépris de la loi, et une propension à utiliser des menaces ou des armes pour parvenir à ses fins. Pourtant, au lieu d'imposer des limites plus strictes, le système continua à proposer des mesures temporaires, contournant les problèmes plus profonds et plus difficiles. C'est ainsi qu'un schéma dangereux se construit, une collection de signaux d'alarme qui ne déclenchent jamais de véritables conséquences. Le 27 février, Chiara Turilige manqua l'école à cause d'une angine et avait un rendez-vous médical programmé. Domenico saisit l'opportunité pour intensifier son contact, posant des questions intrusives bien au-delà du raisonnable. Il exigea des détails spécifiques sur sa visite, quand elle aurait lieu, qui serait avec elle, et même ce que dirait le médecin, prétendant qu'il était inquiet et avait besoin d'informations exactes. Ce faisant, il brisa l'accord selon lequel toute information sur la santé de Chiara passerait par sa mère. Le lendemain, vers 15 h le 28 février, Domenico rappela. Chiara, occupée chez le médecin, répondit brièvement, disant qu'elle le rappellerait plus tard. Après cela, Chiara reçut un message blessant et irrespectueux. Dès lors, elle n'autorisa qu'une communication absolument nécessaire et supervisée par Constance Turilige. Ce fut la confirmation ultime. L'homme qui prétendait vouloir faire partie de sa vie était maintenant cruel et manipulateur. Les restrictions de la famille n'étaient pas pour limiter le contact. Elles étaient pour protéger les limites et garder Chiara en sécurité. Domenico croyait que le contrôle était son dû et voyait toute remise en cause de ce contrôle comme une attaque personnelle. Avec le temps, il devint clair qu'il ne s'agissait plus seulement d'une famille fracturée. Cela avait escaladé en une menace réelle et dangereuse. Ironiquement, les mesures même que la famille prit pour garder Chiara en sécurité ne semblaient qu'attiser le désir de Domenico d'affirmer son pouvoir et son contrôle. Thomas Giganti et Bruce Msekini vivaient ensemble depuis près de 18 ans. Bruce connaissait les routines de Giganti, ses schémas de stress, ses réactions habituelles. Cette familiarité rendit évident le changement de comportement de Giganti fin février 2023. Il arpentait la pièce, marmonnant, vérifiant compulsivement son téléphone. Chaque pensée semblait dominée par un nom, Chiara Turilige. Le 28 février, Domenico envoya un message de colère tentant de joindre Chiara à nouveau, mais il échoua. Bruce l'entendit lire le message à voix haute, puis l'entendit dire une série de choses cruelles sur sa famille. Soudain, la rage fit place à un calme glaçant. Les mots suivants de Domenico ne furent ni forts ni furieux. Ils étaient froids et composés. Et comme ça, je suppose que je dois aller tous les tuer. Bruce se figea. Ce n'était pas un éclat de colère ou une menace en l'air. Cela semblait délibéré, quelque chose qu'il avait déjà décidé dans son esprit. Peu après,
Domenico commença à répéter les mêmes phrases inquiétantes. Personne ne m'écoute. Ils l'ont retourné contre moi. Il faut faire quelque chose. Il cessa de référer aux gens par leur nom, les regroupant à la place, ce qui fit se demander à Bruce si la colère de Domenico s'était étendue bien au-delà de Chiara. Entre ses commentaires dérangeants, Domenico arpentait la pièce et relisait d'anciens messages encore et encore. Il n'essayait pas de se calmer. Il s'enfonçait plus profondément. Alors pourquoi Bruce n'appela-t-il pas la police? Plus tard, il admit qu'il s'était habitué à entendre ce genre de choses de sa part. Il avait entendu Giganti faire des déclarations de colère intense avant, et aucune n'avait jamais abouti à quoi que ce soit. Pour Bruce, cela ressemblait au même bruit habituel, des rodomontades qui finiraient par s'estomper. Puis vint l'incertitude. Que pourrait-il exactement signaler? Qui pourrait-il même appeler? Et s'il le faisait, est-ce que cela ne rendrait pas les choses encore pires à la maison? Face à ces questions, Bruce décida d'attendre que ça passe. Giganti continua à répéter les mêmes phrases toute la nuit. Bruce essaya de le rediriger, l'incitant à se concentrer sur autre chose pour se calmer. Mais Domenico n'entendait rien. Elle ne répond pas. Ils sont sur le chemin. Il faut que ça se termine. Il ne cherchait pas de réconfort. Ne demandait pas de conseils. Il n'essayait pas d'être raisonné. Son esprit était déjà fait. Ce n'est qu'après que Bruce assembla le sens. Les phrases saccadées, la fixation, les moments étranges d'immobilité. Tout s'était lentement aggravé vers quelque chose de bien plus dangereux que des mots enflammés. Bruce Msekini ne documenta jamais les menaces ni ne les partagea avec qui que ce soit, ce qui est crucial à garder à l'esprit. Sa seule réponse fut d'essayer de détendre l'atmosphère en lui parlant. Plus tard, il admit, je ne pensais pas que ça irait au-delà des paroles, mais c'est arrivé. Et dans ce moment tendu vint la dure vérité. Fin février, un homme au passé violent connu partageait ouvertement ses intentions avec un autre adulte. Pourtant, personne ne contacta les autorités avant la nuit où il était déjà trop tard. Ce qui ressemblait autrefois à des menaces en l'air commença à se transformer en quelque chose de bien plus alarmant. En février 2023, le ton de Domenico Giganti avait perdu toute trace de courtoisie. L'effort pour paraître coopératif s'était métamorphosé en quelque chose de plus sombre. Une intention croissante, indéniable, d'intimider. Il ne demandait plus de conversation avec la mère de Chiara, n'essayait plus de fixer des limites. Son attention se concentra entièrement sur éliminer ce qu'il croyait être sur son chemin. Il devint clair que Domenico faisait des plans. Il commença à poser des questions détaillées sur la routine quotidienne de Chiara, où elle serait, qui serait avec elle, à quelle heure elle rentrerait. Ce n'était pas une conversation anodine. C'était de la collecte d'informations avec un objectif. Constance Turiligé maintenait un contrôle strict. Toute communication devait passer par elle, assurant qu'elle pouvait être surveillée et tracée. Elle était la principale source de sa frustration. Domenico l'accusa de manipuler leur fille pour son propre bénéfice et sa colère envers toute la famille escalada rapidement. À la soirée du 28 février, tout était en place pour ce qui allait bientôt devenir un cauchemar. Il exclut toute autre personne de ses plans, choisit le moment où la maison serait la plus vulnérable, et, au moins dans son propre esprit, se prépara à agir seul. Il n'y eut aucun avertissement et aucun témoin, seulement l'intention. Vers 1h30 du matin, le 1er mars 2023, alors que la famille Turiligé dormait, des cris éclatèrent, suivis d'une rafale rapide de coups de feu. 9 coups en tout. Dans les brefs silences entre eux, des voix terrifiées pouvaient être entendues, puis tout devint étrangement calme. Les deux garçons furent réveillés en sursaut par le chaos. Quand ils sortirent de leur chambre, ce fut la scène qui les accueillit. L'aîné saisit son téléphone, démarra un appel vidéo, et contacta l'ami de famille Michael Bisson, quelqu'un en qui il avait entière confiance. Il s'attendait à voir le visage de Chiara à l'écran. Mais à la place, cela montrait deux garçons terrifiés essayant de décrire quelque chose bien au-delà de leur compréhension. Michael Bisson réagit immédiatement, restant en ligne pendant qu'il répondait. Il garda sa voix basse tout en instruisant les garçons de rester dans leur chambre et de ne pas bouger jusqu'à son arrivée. En conduisant, il vérifia leur adresse et continua d'appeler pour s'assurer qu'ils étaient toujours en sécurité. En fait, pendant une partie du trajet, l'appel resta connecté jusqu'à ce qu'il atteigne la maison. Quand Bisson entra à l'intérieur, une vision horrifiante apparut presque immédiatement près de l'entrée. Constance Turiligé et Michael Watson étaient immobiles.
Sans hésitation, il se précipita à l'étage vers les enfants. Il les trouva indemnes, les souleva doucement et les porta en bas, les protégeant de voir quoi que ce soit d'autre. Une fois dans sa voiture, il verrouilla les portes de l'intérieur, s'assura qu'ils étaient en sécurité, puis contacta les services d'urgence. Michael Bisson dit au répartiteur d'urgence qu'il avait reçu un appel vidéo d'un enfant, et qu'en arrivant au domicile des Turwiligé, il avait trouvé plusieurs adultes inconscients. Il insista sur le fait que les 2 garçons étaient en sécurité dans sa voiture et qu'une aide immédiate était nécessaire. Il n'essaya pas d'évaluer l'état des victimes à l'intérieur. Il évita de retourner dans la maison, conscient que chaque instant était critique. Peu après 2 heures du matin, les premières unités de police arrivèrent, sécurisant la rue et établissant un périmètre de sécurité. Les phares percèrent l'obscurité alors que les premiers intervenants prenaient le contrôle. Police, ambulanciers, et une équipe médico-légale, tous travaillant de concert. Dans la rue tranquille, le seul bruit venait des gyrophares. Les voisins restèrent à l'intérieur, ne sortant qu'une fois les sirènes éteintes. Les garçons furent gardés au chaud dans une voiture de patrouille, recevant immédiatement l'attention d'un médecin et d'un spécialiste formé pour travailler avec de jeunes témoins. Le rappel rapide avait joué un rôle crucial, empêchant la situation de devenir encore pire. La police commença à examiner la maison, notant une serrure forcée et un cadre de porte fracturé. Une preuve claire d'effraction. 9 douilles vides furent trouvées au rez-de-chaussée, soigneusement documentées et cartographiées pour retracer la trajectoire des balles. Il n'y avait aucun signe de cambriolage. Aucune lutte prolongée n'avait eu lieu et les objets de valeur n'avaient pas été touchés. Cette attaque ciblait les résidents de la maison. Le personnel médical confirma que les victimes étaient décédées sur place. La police découvrit que Constance Turwiligé et Michael Watson avaient été abattus à la tête près de l'entrée, tandis que Glenda Turwiligé avait été abattue au visage et trouvée dans son lit à l'étage. Chiara fut découverte indemne, et son emplacement fut soigneusement documenté pour préserver l'intégrité des preuves. Les enquêteurs divisèrent la maison en zones, enregistrant méticuleusement chaque mouvement pour maintenir la chaîne de possession. La police fit du porte-à-porte, collectant des images des caméras de surveillance de rue et des domiciles. Plusieurs voisins signalèrent des systèmes de surveillance, et une caméra captura un pick-up entrant dans l'allée des Turwiligé à 1h19 du matin. Le pick-up éteignit ses phares juste avant de s'arrêter. Durant les 71 secondes suivantes, les sons de la porte forcée et des 9 coups de feu furent enregistrés. Ensuite, le pick-up s'éloigna. Peu après, une caméra de rue voisine captura ce qui semblait être le même pick-up argenté se dirigeant vers la résidence de Domenico Giganti. Les enquêteurs médico-légaux analysèrent la chronologie vidéo et la croisèrent avec les preuves de la scène. L'audio correspondait au nombre de douilles vides et des empreintes de chaussures ensanglantées traçaient un chemin direct et rapide de la porte d'entrée jusqu'à l'étage. Toutes les images furent soigneusement revues avec les horodatages alignés sur les logs du répartiteur pour corriger toute divergence due à des fuseaux horaires ou appareils différents. Les horloges, téléphones et autres appareils électroniques, y compris celui de Chiara Turwiligé, furent collectés sur les lieux pour examen ultérieur. Les historiques d'appels et messages furent copiés vers un emplacement sécurisé, accessible seulement au personnel autorisé et officiellement documenté. Ces archives numériques étaient cruciales pour reconstruire la chronologie, montrant l'escalade des tensions, les dernières communications, et le silence abrupt qui suivit. En milieu de journée, les enquêteurs avaient rassemblé des preuves substantielles. Des signes clairs d'effraction, une violence ciblée contre des membres spécifiques de la famille, et aucune indication de vol. Des vidéos synchronisées d'un pick-up argenté combiné à une traînée numérique de menaces et de harcèlement pointaient fortement vers Domenico Giganti. Il avait un motif, une connaissance des emplois du temps de la famille, et un historique de conflits escaladant avec eux. Le matin du 1er mars, les enquêteurs approchèrent Giganti en utilisant la méthode du « knock and talk », qui permet à la police de parler à quelqu'un sans mandat. Un pick-up argenté ressemblant à celui capturé par les caméras devant la maison des Turwiligé était garé à proximité. Quand Domenico et Bruce Msekini sortirent, la police l'informa que Chiara Turwiligé était morte. Il rit et dit « C'est une blague, forcément ». Il ne demanda pas ce qui était arrivé ni ne s'enquit de sa fille. Quand il demanda une cigarette, il expliqua qu'il avait besoin de se calmer à cause des chiens, ne montrant aucune détresse visible. Les détectives lui demandèrent de venir au poste pour interrogatoire, et il accepta immédiatement. Pourtant, il semblait indifférent à la situation. Sur le chemin, il ne posa aucune question sur Chiara ou le reste de la famille, engageant plutôt une conversation banale.
Les officiers observèrent qu'aucune de ces questions ou remarques ne reflétait une conscience ou une inquiétude quant au fait que sa fille avait été tuée. Avant de partir, Bruce Msekinus demanda directement à Domenico s'il avait quelque chose à voir avec les événements. Sans la moindre trace de remords, Domenico répondit « Oui, je lui ai tiré dessus 3 fois. Maintenant c'est nous. Restons soudés. On s'en sortira. » Il n'y eut aucune explication, aucun chagrin, seulement une tentative froide, presque détachée, de faire comprendre à Msekinus ses propres sentiments. Durant l'interrogatoire initial au poste, Domenico se comporta comme s'il n'avait aucune émotion. Il ne demanda à personne de le contacter en son nom et ne montra aucun intérêt pour l'enquête. Quand on lui posa des questions directes, il donna des réponses évasives et dévia sur des sujets sans rapport. Le rapport officiel nota que ses réactions étaient complètement différentes de ce à quoi on pourrait s'attendre d'un parent venant de perdre un enfant. Par la suite, Domenico Giganti tenta de rejeter la faute. En prison, il demanda une rencontre surveillée avec Bruce Msekini et suggéra que Bruce assume la responsabilité du crime pour qu'ils restent amis. Il le présenta comme une ligne de conduite raisonnable si Bruce voulait bien le croire. Bruce refusa et rapporta plus tard la conversation à la police, citant les mots exacts de Domenico. Quelques jours plus tard, Domenico répéta la même suggestion lors d'un appel téléphonique enregistré depuis sa cellule, disant à Bruce qu'il devrait confesser à sa place et insinuant même que Bruce pourrait plaider la folie. Tous ces appels enregistrés, collectés selon la procédure standard, furent ajoutés au dossier, démontrant encore que Domenico mentait aux témoins et tentait de manipuler le récit. La première question à l'audience de Domenico Giganti concerna sa compétence mentale. Sa défense arguait qu'il ne devrait pas faire face à des charges car il souffrait d'une maladie mentale et n'était pas pleinement conscient des conséquences de ses actes. Ils demandèrent des évaluations psychiatriques supplémentaires et mirent en avant son historique d'éclats violents. L'objectif principal de la défense était de faire déclarer Giganti non coupable pour cause d'aliénation mentale. En effet, cela aurait éliminé l'accusation de meurtre prémédité. Cependant, les procureurs contre-attaquèrent immédiatement, présentant l'affaire comme un acte délibéré et calculé plutôt que le résultat d'un moment d'égarement ou d'une crise mentale. Giganti resta silencieux tout au long du procès. Il ne parla pas, évita le contact visuel avec le jury, et ne montra aucune réaction. Quand les noms des victimes furent lus à haute voix, les jurés interprétèrent son comportement comme un manque total de remords. Le réquisitoire du procureur s'avéra décisif, retraçant les étapes depuis les menaces initiales jusqu'à l'exécution du plan. La chronologie fut présentée avec un détail méticuleux, le procureur soulignant que toutes les preuves pointaient vers une conclusion. Ce n'était pas un acte spontané, mais un plan soigneusement orchestré depuis le début. Le tribunal reconnut que Giganti montrait des signes de trouble de la personnalité, mais statua que cela n'altérait pas sa compréhension de ses actes ou leur impact sur autrui. Après seulement quelques heures de délibération, les jurés rendirent un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Le juge condamna Domenico Giganti à 4 peines de prison à perpétuité consécutive sans possibilité de libération conditionnelle, assurant qu'il ne serait plus jamais libre. Alors que la sentence était lue, Giganti ne montra aucune émotion. Il resta silencieux, évita de regarder autour de la salle d'audience, et n'eut aucune réaction visible. Pour les membres de la famille écoutant les derniers mots du juge, cela servit de confirmation solennelle que la justice avait été rendue. Bien que la sentence apportât une conclusion à l'affaire, elle ne pouvait rendre les vies perdues. L'État condamna formellement Domenico Giganti pour avoir planifié et exécuté un massacre, éliminant toute possibilité de sa libération. Les 2 jeunes garçons furent placés sous la garde de la famille élargie. Des professionnels de la protection de l'enfance aidèrent les agences de l'État à déterminer la garde et les garçons furent relocalisés dans un endroit sûr et non divulgué pour les protéger d'un traumatisme supplémentaire et de l'exposition publique. Assurer leur sécurité, établir une routine quotidienne stable, fournir des soins médicaux et poursuivre leur éducation devinrent les priorités immédiates. Glenda, Constance, Chiara Turwilige et Michael Watson seront toujours dans les mémoires à travers leur histoire. Il appartient maintenant aux adultes de provoquer le changement et d'agir pour construire des systèmes qui reconnaissent les signaux d'alarme et assurent que les bons mots, prononcés au bon moment, soient enfin entendus. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous publions des vidéos sur des affaires criminelles chaque soir. Jusqu'à la prochaine fois, restez alerte, restez vigilants.